J'étais un peu le gars qui voulait se faire remarquer pour exister. J'avais des gros complexes de personnalité. Moi, j'étais un peu rond, on me disait ouais, gros porc, des trucs comme ça. Mais au Jamel Comedy Club, on a essayé de me mettre des bâtons dans les roues. À un moment donné, c'était un peu compliqué. Ouais, t'es encore plus haut, faut que tu te fasses. Bah non, j'ai pas envie. Je suis en plein dans mon truc et on me dit il faut que tu restes encore sur scène 5 minutes parce que derrière, Aya, elle est pas prête. C'est du suicide. En vrai, c'est du kamikaze. Tout le monde va lui envoyer « Hey, regarde ton mec ». En fait, il faut toujours préserver son couple. Tout ce que tu fais qui fait taper des barres aux gens, c'est ce qui t'a fait le plus mal dans ta vie, tu vois. Des femmes qui se confient à moi, qui me disent qu'elles se sont fait agresser, violer. Des trucs de fou, je reçois. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de 5 dates. Aujourd'hui, on est en bonne compagnie puisqu'on est avec Nordine Ganzo. Yo. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va super. On va revenir sur ton parcours à travers 5 dates clés. Ok, très bien. C'est parti? C'est bon, on y va. Super. Alors, si je te dis 28 septembre 1996, tu penses à quoi? Je pense à quand je suis arrivé sur Terre. C'est quand je suis né, c'est ma naissance, c'est mon jour d'anniversaire. Je suis Balance pour ceux qui sont intéressés par l'horoscope. Et c'est aussi la date de naissance de Mathieu Valbuena, un joueur de foot. Et où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi à Bordeaux. Quel souvenir tu gardes de cette période? C'est une période qui m'a forgé, celle qui m'a fait devenir celui que je suis aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses, j'étais à l'école là-bas, je fais ma vie d'ado et d'adulte, pré-adulte là-bas. Donc ouais, j'ai beaucoup d'affection pour cette ville. Toi, t'es l'aîné de la fratrie, c'est ça? Ouais. Ça donne quel rôle dans la famille d'être l'aîné? Bah, c'est une pression, tu as envie d'être un exemple pour eux, tu as envie de faire quelque chose qui va les inspirer et surtout tu as envie de leur montrer la voie à suivre parce qu'on vit dans une époque où c'est dur d'être un jeune aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te détourner, Internet, les fréquentations. Donc si tu as un grand frère qui n'a jamais fumé, qui n'a jamais bu, qui a toujours été indépendant, bah, tu as envie d'être comme lui. Donc c'est important pour moi d'être un bon exemple. Pour revenir à ta famille, alors si je dis pas de bêtises, tu grandis avec une mère algérienne marocaine Ouais, exact. et un père congolais. Ouais. Est-ce qu'en tant que métis, c'est plus compliqué de s'identifier? En tant que métis, le plus dur c'est de se trouver une place au cœur des autres. Quand t'es métis, tu sais pas vraiment qui t'es en vrai. Quand t'es avec des Renois, les gens ils t'acceptent, mais ils prennent que ta partie Renois. Quand t'es avec des Rebeux, ils prennent que ta partie Rebeu. Quand t'es avec des Blancs, ils prennent tout. Donc du coup, il y a ce truc où tu te mélanges et tu essayes de sortir le meilleur de tes personnalités et t'arrives pas forcément à être toi-même tout le temps. C'est la meilleure des richesses aussi de pouvoir être un caméléon, tu vois. Mais c'est vrai que le métissage, ça m'a beaucoup appris sur le vivre ensemble, sur les choix que je dois faire et le comportement que je dois avoir en communauté. Donc tu dirais que c'est pas un ressenti que tu as toi, mais c'est plutôt la réaction des autres qui Ouais. fait ça? Bah, quand je dis aux gens que je suis métis arabe-noir, il y a toujours un truc de « wesh, pourquoi? Genre comment c'est possible ?» Puis après j'explique et en vrai c'est la France d'aujourd'hui. Aujourd'hui on est tous mélangés, on est tous métis, tu peux voir des Polonais turcs, des Russes vénézuéliens, parce que les gens ils se mélangent et c'est ce qui fait la beauté de la France d'aujourd'hui, tu vois. Et est-ce que tu as grandi avec une éducation religieuse? Ouais, moi je suis musulman, pratiquant, je fais le ramadan, j'essaie de prier 5 fois par jour dans les clous des horaires. J'essaie d'être investi dans ma foi parce que c'est ce qui me permet d'être aussi concentré sur mon travail. Je pense que quand tu crois en quelque chose, que ce soit Dieu ou pour tous les autres qui ne croient pas en Dieu, en quelque chose, bah, ça t'aide à avoir une direction. Mais je pense que Dieu il est au contrôle de tout ce qui nous arrive. Moi le premier, j'ai manifesté beaucoup de choses dans ma vie. Et le fait que Dieu soit aussi présent, ça m'a aidé à surmonter des épreuves et à croire dans les épreuves les plus difficiles. C'est quelque chose qu'on t'a inculqué dès petit ou c'est venu par toi-même? Je pense que ouais, c'était dans mon éducation parce que tu choisis pas d'être religieux. C'est tes parents qui te traînent vers ça. Et après, tu choisis aussi en fonction de ton entourage. Les fréquentations, elles ont un gros rôle à jouer là-dessus. Si tu traînes qu'avec des musulmans, forcément, naturellement, tu ne manges pas de porc, tu bois pas d'alcool. Puis après, tu commences à te dire, ouais, je vais commencer à aller prier avec eux et tout. C'est pareil quand tu traînes avec des chrétiens, si tout le temps ça parle de Bible, etc., tu vas te renseigner. C'est pareil pour les juifs, pareil pour tout le monde. Donc je pense qu'il y a ce truc où tu te fais beaucoup influencer par ton entourage. Et si dès le début, tu es entouré de musulmans, bah, tu as 90% de chances de l'être. Oui. Et alors, les années collège, lycée, ça se passe comment pour toi? Écoute, c'était plutôt cool et en même temps particulier parce que j'étais un peu le gars qui voulait se faire remarquer pour exister. J'avais des gros complexes de personnalité, je voulais essayer de me faire remarquer. Physiquement, je me cherchais encore. J'avais un peu dans mon point, donc j'étais un peu gêné. J'assumais pas qui j'étais. Les filles, ça m'attirait, mais j'avais peur de leur parler. Je me sentais toujours un peu considéré comme le bon copain. Donc il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais j'ai toujours essayé d'être honnête. Dans une interview, tu as évoqué cette période comme un peu traumatisante. Mm. Pourquoi?
Parce que c'est la période où les gens sont durs avec toi. Les enfants, Ouais. les adolescents, c'est vraiment des méchants en vrai. Au lycée, tout le monde est monstrueux. On dit les choses crues, on n'a pas de pincettes. Et surtout, on dit des choses qui peuvent blesser, mais les gens, ils s'en rendent même pas compte. On Quand t'a tu dit dis- quoi? Bah, moi, j'étais un peu rond, on me disait, ouais, gros porc, des trucs comme ça. Forcément, ça fait mal, tu vois. Mais c'est violent, hein. C'est violent de fou. À cet âge-là, en plus, tu captes pas que c'est méchant, tu vois. Avec le recul, tu te dis, c'est une dinguerie d'accepter ça. Et aujourd'hui, on vit quand même dans une époque où on se bat contre le harcèlement scolaire, etc. Donc, c'est sûr que ça t'aide à avancer. Et ma sœur et mes frères aussi, qui sont au collège aujourd'hui, même en section plus basse, et genre, eux, ils sont déjà protégés par ça, donc je suis content. Puis toi, si je dis pas de bêtises, t'as grandi quand même dans une époque où il n'y avait pas autant de mouvements. Je pense qu'avant, c'était peut-être même pas pointé comme de la grossophobie. Non, avant, c'était juste des vannes, quoi. C'était des vannes, ça se vannait. En vrai, c'est rigolo au début. Mais quand c'est sur le long terme et que c'est répété et que c'est devenu limite un moyen de te faire fermer ta gueule, bah c'est sûr que c'est dur, tu vois. Mais limite, ça forge et c'est ce qui manque aujourd'hui à cette génération. C'est qu'ils sont pas assez forgés, je trouve. Ils sont tellement chouchoutés, Montessori, tout ça, truc, qu'il n'y a plus vraiment de réel. Toi, t'es de ghetto, sorry. Moi, je suis entre les deux. Je pense que éducation positive, mais deux petites balayettes de temps en temps, tu vois. Mettre le bon coup de pression quand il faut, avec les bons mots. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être violent. En vrai, quand tu parles, moi, mon père, il m'a jamais frappé, hein. Il m'a toujours parlé avec des mots qui résonnent encore aujourd'hui. Mais tu vois, il y a un cliché justement sur les familles africaines. Franchement, ça, c'est vraiment un cliché. En fait, évidemment qu'ils ont la ceinture facile, parce qu'ils craquent. Ils sont en mode, il y a un truc sur la main, bam. Et ma mère, elle m'a déjà utilisé des objets pour essayer de m'influencer. Ouais, de Mais te ils faire vont peur. jamais nous frapper en mode tabac, ça n'existe pas. Moi, T'es un enfant facile, toi. j'étais un enfant turbulent avec lui-même. J'étais Ok. tellement en train de me chercher que je testais des trucs sur moi pour essayer de faire des trucs qui allaient me faire remarquer. Et au final, c'était des bêtises, tu vois. Une fois, j'ai pris la voiture de ma mère sans permis. Je me suis fait arrêter par la police. Ils ont confisqué la voiture. Des trucs tout cons, mais des trucs qui font que c'est des dingueries en vrai. Ah oui, oui. Et du coup, bah, tout ça, c'est des trucs qui les ont fait stresser. Moi, mais ma mère, c'était sa phobie d'avoir la police à la maison, tu vois. Donc, quand tu fais tout ça, elle se dit, mais j'ai fait quoi pour arriver là, tu vois. Et ils se remettent en question, eux, et c'est dur. Donc toi, à ce moment-là, t'as du mal à t'assumer physiquement. Ouais. Comment tu vis avec? Au début, je vis mal. Puis après, j'accepte que si je veux devenir un artiste, je me suis dit, il faut que tu travailles sur toi-même, il faut que tu investis sur toi. Donc, essaye de faire du sport à fond. Essaye de te sentir bien dans ta peau. Parce que plus tu seras bien dans ta peau, plus tu pourras vendre ton projet comme tu l'entends. Parce que plus tu es à l'aise avec toi-même, plus les gens vont être à l'aise avec toi. Oui. C'est simple, c'est quand un mec arrive dans une pièce et qu'il a du charisme, c'est pas parce qu'il a du charisme, c'est parce qu'il est sûr de lui. Quand tu es sûr de toi, forcément tout ce que tu vas renvoyer aux gens, c'est il me fait confiance, je lui fais confiance parce qu'il se fait confiance. Et je pense que le jour où j'ai compris ça, c'était pendant le confinement. J'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de travail sur Donc moi-même. bien plus tard. Ouais. Donc la période de l'adolescence, toi, comment tu la vis? Bah, T'en c'est- parles autour de toi, tu trouves du soutien? Non, pas trop parce que mes potes, ils étaient trop dans la vanne à ce moment-là. Heureusement que je jouais au foot, donc ça me permettait d'oublier et j'étais bon. Donc ça me permettait de me dire, ok, j'ai quand même des skills que les gens n'ont pas. Et ça me rassurait, mais c'est vrai que c'était une période compliquée psychologiquement, mais que je ne pouvais pas trop en parler. Même chez toi? Ouais, parce que mais chez moi, ma mère, elle voyait pas de problème, tu vois. Elle se dit, ouais, mon fils, il mange bien. Et puis, tu connais, dans la culture africaine, être rond, c'est pas un point négatif. Ça veut dire que tu es heureux et que tu es en paix. Tu vois, quand tu es très maigre, c'est là où ils sont un peu inquiets. Ils disent, mange, tu vois. Genre, ma mère, elle aime pas quand je mange. Alors, dans ton spectacle, tu parles souvent du divorce Ouais. de tes parents. Dans une interview, tu dis que tu l'as très mal vécu. Ça arrive à quel moment de ta vie? Écoute, ça arrive au moment où j'ai 13 ans. Et du coup, ça m'a vraiment fait du mal parce que je devais accepter quelque chose que je voulais pas. Que tu ne décides pas et que tu peux rien faire contre ça. Tes parents, ils te le disent juste un jour, un matin, ils se disent, bon, ben, c'est terminé avec papa, voilà, on va habiter dans 2 maisons. Et toi, tu te dis, ok, mais du coup, c'est fini, nous 5. Et tu sais, tu le vis en mode, il m'abandonne et tout, alors que tu vas les voir les deux et en plus, tu vas les voir avec zéro tension parce qu'il n'y a plus d'embrouille, donc c'est plus positif, tu vois. Il y avait un climat tendu à l'époque, à la Ouais, maison. quand même. Ça s'embrouillait souvent et tout. Là, maintenant, ils sont archi en paix. Ils sont, par rapport à nous, ils s'appellent quand il y a besoin et tout. On est grands maintenant, ils ont plus besoin de gérer nos problèmes. Mais c'est plus, voilà, quand il y a des mariages. Mon frère, il s'est marié récemment. Donc, il y a des trucs où, voilà. Félicitations. Ouais, de fou. Bravo, frérot. Et on est tous contents. Enfin, il y a une certaine cohésion, donc c'est cool. Même quand ils viennent à mes spectacles, ils viennent ensemble, mes parents. Pourtant, ils sont plus ensemble et ma mère, elle a refait sa vie. Mais il y a une énergie de, pour notre fils, on est là, tu vois. Et ça, c'est beau à voir. Et donc, pour revenir sur l'aspect religieux, ton père était converti à l'islam. Mm. Après le divorce, il décide de redevenir chrétien.
Toi, comment t'accueilles cette décision? Écoute, je le vis juste en mode ok, genre dinguerie, tu vois, mais c'est son choix et spirituellement, s'il s'est trouvé plus en phase avec la religion chrétienne, je peux que valider parce que ça veut dire qu'il s'est vraiment posé les bonnes questions. Je préférerais toujours entendre quelqu'un me dire j'ai été musulman mais je me sens plus en phase et du coup je suis chrétien et du coup je pratique bien que quelqu'un qui est musulman mais qui le fait à moitié ou qui le fait pas bien. Et limite, vaut mieux ne pas croire que croire en quelque chose que tu crois à moitié. Alors tout à l'heure, tu parlais du fait que ta maman s'est remariée. Mhm. Donc par la suite, l'arrivée de ton beau-père te bouleverse, d'après Mhm. ce que tu dis. Comment ça se passe pour toi, cette arrivée? Bah écoute, avoir un beau-père c'est particulier parce que moi je regardais beaucoup les séries françaises, genre Plus belle la vie. Ok. Donc t'as le profil où t'es pas mon père. Puis après un jour il t'achète des chaussures et tu dis merci papa, enfin tu vois, ça va vite. Puis en fait t'acceptes un jour ou l'autre que ce mec il est pas là pour remplacer ton père, il est là juste pour être avec ta mère. Toi, c'est ça qui te faisait peur? Ouais, j'étais en mode il va vouloir effacer papa et tout, alors que pas du tout. Mon père, ça reste mon père. C'est juste qu'il y aura un autre gars qui va vivre avec ma mère et que voilà, genre ils ont eu des enfants ensemble, ils sont hyper heureux, tant mieux. Et moi, tant que ma mère elle est heureuse, c'est le principal, tu vois. L'annonce, elle s'est faite comment? Elle s'est faite au Maroc. Ma mère, elle nous a Ok. invités au Maroc et tout. On a été chez mon pays et on a été chez mes grands-parents. Et en fait, on a été un soir chez un monsieur et c'était lui. Elle m'a dit voilà, je vais vous présenter mon mari. Ouais, je l'ai rencontré, on s'aime bien, on va se marier, etc. Je dis ok. C'était marrant parce que normalement, c'est ta mère qui te demande de présenter ta meuf. Ouais. Et là, c'était moi qui dois valider le daron. Donc il y avait un côté un peu genre, tu sais, tu te sens en place. Tu te dis, voilà, si je dis non, genre là, elle peut dire, Ça y est, je suis responsable. tu vois. Donc non, non, mais c'était cool, c'était un bon moment, je me rappelle, j'ai des bons souvenirs de ça. Alors, je te propose de passer à la deuxième date. Alors, si je te dis 2014, ça t'évoque quoi? Normalement, c'est un grand tournant pour toi. 2014, c'est ma première scène. 2014, c'est le moment où tu arrêtes le football. Oui. Tu découvres l'humour, si je Mhm. dis pas de bêtises. T'as fait du football pendant combien de temps? J'ai joué au foot pendant 10 ans de ma vie, je crois. C'était une passion pour toi? Ah, le foot, c'est ma vie. Quand même encore aujourd'hui, genre, je suis trop passionné par le foot, tu vois. J'aime trop ça, c'est dingue ce que ça procure en moi. C'est des émotions exceptionnelles. Là, à chaque fois, je vais voir des matchs et tout, je kiffe. C'est vraiment le meilleur truc que je puisse faire dans ma vie. Il y a un joueur qui te faisait rêver? Thierry Henry, j'étais amoureux de lui. Ok, J'étais amoureux je de lui, pensais que mais... t'allais dire Gonzo. Non, Gonzo, c'est une autre... c'est pas un joueur qui En me lien faisait- avec ton nom. Ouais, ouais. C'est lui qui m'a donné mon nom d'artiste, mais moi, mon joueur Henry, j'étais fou d'Henry, genre. J'avais des posters de lui partout, c'est dingue, genre, Et encore aujourd'hui, je l'ai rencontré une fois. J'ai pas osé lui parler, et j'aimerais trop... Je pense qu'il doit savoir qui je suis, je pense. Sur les réseaux et tout, il doit avoir un peu check. Il doit avoir un petit tismé comme ça. Il y avait Mais une partie de toi, petit, qui rêvait d'être lui. d'être footballeur, ouais, même encore aujourd'hui, j'ai toujours cette petite lueur en moi qui me dit je peux y arriver. Alors que je sais que c'est fini depuis longtemps, mais Henry, et puis pour le personnage qu'il incarne aussi. C'est un mec très professionnel, archi carré, hyper fort au foot, très stable dans sa tête. Et c'est un mec inspirant. Pourtant, tu décides d'arrêter le foot. Ouais. Pourquoi? Parce que j'arrive à un âge où je me dis, si t'as pas été détecté, sélectionné, peut-être t'es pas dans le bon. Et Tu t'étais fixé quoi, 18 ans, la je majorité? m'étais dit, ouais, 18 ans, si t'arrives pas en centre de formation, bon, pose-toi les bonnes questions. Et puis après, je voyais que ça descendait. Je commençais à être moins motivé par le foot. Et j'ai découvert le stand-up en même temps. Et donc, de là, je me suis dit, ok, bah, faut que je me lance. Et justement, comment tu découvres l'humour? Je suis à Bordeaux et on parle d'une scène ouverte. Et qui s'appelle le Gavé Style, la scène ouverte, pour ceux qui veulent faire des stand-up à Bordeaux. Et du coup, on me dit, ouais, viens tester. Et il y a des potes à moi qui m'inscrivent. Et du coup, ils me disent, voilà, ce soir, t'as un spectacle. Je dis quoi? Et du coup, j'avais dû écrire 5 minutes. Mais ils t'ont inscrit pour le délire, comme ça? Ouais, ils m'ont inscrit pour le délire, en mode, ouais, t'es marrant, vas-y, on va voir si t'es vraiment marrant. Et du coup, j'avais raconté un truc sur mon papa et tout, c'était marrant et ça avait cartonné. Et du coup, de là, je me suis dit, bah, c'est ça ma vie, en fait. Faut que je fasse des blagues. C'est ta première scène, en fait. C'est ma première scène, ouais. Dans un bar, j'ai encore la vidéo, des fois, je la regarde pour me rappeler d'où je viens, en fait. Et c'est fou de se dire que en toutes ces années, il y a eu tout ça d'évolution et tout ce que j'avais manifesté il y a peut-être 10 ans, je l'ai dépassé, genre c'est incroyable. Et à quel moment t'as le déclic de te dire que l'humour, tu vas en faire ton métier? En 2017, quand je gagne le Campus Comedy Tour, c'est là où je me dis ok, ça c'est mon taf. Donc Campus Comedy Tour, c'est un concours pour les étudiants, c'est ça? C'est ça. Quand tu étais sélectionné, tu étais à la Cigale et moi j'avais gagné ce concours et ça m'avait donné envie de faire ce métier. Quand tu gagnes ce concours, t'es face à des gens qui ont déjà fait plusieurs scènes. Ouais, il y en a qui ont déjà joué, moi j'avais déjà joué aussi.
J'étais déjà un peu sur Bordeaux avec mes scènes depuis au moins 2-3 ans, tu vois. Ok. Donc j'avais Ah, mais déjà... en fait, à partir du moment où tu as fait le Gavestal, Ah oui, j'ai jamais arrêté. tu as enchaîné. J'ai jamais arrêté. J'étais en mode, je sais où je vais. Mais j'étais convaincu que s'il y avait eu des rires ce jour-là, c'est qu'il fallait foncer à fond. Et à partir de là, j'ai jamais lâché. Donc justement, quand tu gagnes le Campus Comedy Tour, tu gagnes 5 000 €. Tu décides de les donner à tes parents, enfin donner une partie, pas tout, mais donner une partie à tes parents. C'est important pour toi aussi de contribuer financièrement? Oui, pour moi, c'est la redevance familiale, obligée. Si tu gagnes, ils gagnent aussi, tu vois. C'est une façon de leur rendre ce qu'ils ont pu me donner sur toutes mes années de vie, tu vois. Et du coup, pendant ces 2-3 ans, comment tu annonces à ta famille que tu fais ça maintenant? Au début, je leur cache, parce que je me dis, j'ai un peu honte de leur dire que c'est ça mon travail, alors que c'est pas mon travail. Et j'ai pas envie qu'ils pensent que je veux pas faire des études, parce que moi, mes parents, ils voulaient que je sois avocat ou docteur, tu vois. Donc du coup, quand je vais leur dire je suis clown, ils vont se dire, mais il a pété les plombs, lui, tu vois. Tu penses qu'ils l'auraient perçu comme clown? Je pensais ça. Et en fait, mes parents, ils sont hyper ouverts d'esprit. C'est là où je dis qu'il faut souvent parler avec ses parents parce que on se rend pas compte qu'ils sont beaucoup plus malins et intelligents qu'on le pense. Des fois, on croit que nos parents, ils sont teubés, qu'ils n'ont pas déjà eu une vie, qu'ils n'ont pas déjà eux-mêmes été jeunes. Et en fait, c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai pu parler avec eux sereinement. Et de là, on avait vraiment compris que je pouvais faire ça pleinement. Comment ça s'est fait? Bah, naturellement, ma mère, elle avait vu une vidéo sur Instagram qui tournait. Et elle m'a dit, mais c'est toi ça? J'ai dit ouais. Elle m'a dit, mais t'es drôle et tout. J'ai dit ouais. Mais t'es drôle en fait. Et après, de là, on a commencé à se dire, ouais, je vais faire ça pour de vrai. Je vais me lancer à fond. Je vais pas continuer mes études. Je vais arrêter maintenant. J'ai besoin d'être à fond à 100%. Elle m'a dit, écoute, si tu le sens, moi, tant que tu es sûr de toi, je peux que te faire confiance. Et à partir de là, j'avais la bénédiction et j'en suis arrivé jusqu'à aujourd'hui. C'était important pour toi? Ouais, c'était la base. Pour moi, je pouvais pas faire ce job-là sans avoir mes parents qui puissent me soutenir, qui puissent m'appeler, me dire bravo et tout ça. Et à présent, si je te dis 2017. L'année où je quitte Bordeaux, l'année où je commence à me dire qu'il faut vivre à Paris, je vais chez ma tante qui habite à Nation. Et ma tante, je lui ai dit en cours de route que je faisais du stand-up parce que je voulais pas lui mentir. Je me disais, elle m'accueille chez elle. La moindre des choses, si je rentre tard, c'est de lui dire pourquoi je rentre tard. Sinon, tu connais, ça s'inquiète vite, hein, tu vois. T'as 17 ans, t'es dehors. Et donc de là, je lui ai dit, elle a commencé à venir me voir plusieurs fois. Elle était archi fan. Archi fan très vite, ça m'a donné une confiance de ouf. Donc t'avais un soutien sur place? Ouais, vraiment. C'était comme ma mère à emporter. Tu vois, c'était ma mère de... C'est spécial. C'était ma mère du 75, tu vois. Et aujourd'hui, elle est fière de moi, donc je suis content. Et comment ça se passe l'arrivée dans un nouvel environnement? Écoute, c'est particulier parce que Paris, c'est notre ville, c'est un autre contexte. C'est d'autres codes, tu connais pas les gens, faut se faire aimer, faut se faire des amis. Et donc au début, tu t'y sens bien quand même ou pas? Oui, franchement, je kiffe Paris. Très vite, je me dis bien la ville, bien l'énergie, bien les gens. J'ai pas ressenti l'énergie parisienne qu'on dégage de l'extérieur. Très vite, on m'accueille dans les belles places de Paris, au Panama Art Café notamment, où j'y suis très très tôt. Après, je commence à intégrer les petits comedy clubs, le Café Oscar. Et en 2019, je rentre au Jamel Comedy Club et là, c'est là où je décolle vraiment dans ma carrière professionnelle parce que ça devient mon métier pour de vrai. J'ai commencé à vivre pleinement de ce métier, à avoir des propositions de plus en plus concrètes, à travailler mon premier spectacle Fragile Monde Roll. Et après, il y a eu le Covid et on connaît la suite, Purple Boy. Et justement, comment ça s'est fait le Jamel Comedy Club? C'était une scène ouverte que tu fais le mardi. Et un jour, tu as le directeur artistique qui m'a vu, il m'a dit viens tester. Et du coup, j'y suis allé et ça s'est bien passé et ils m'ont gardé. Dans un podcast de Zach Nani, tu disais que Jamel c'était un peu le GOAT, que c'est le rêve de beaucoup d'intégrer le Jamel Comedy Club. Est-ce que toi, tu as vécu ça comme l'accomplissement d'un rêve? Bien sûr, c'était un mec qu'on voulait rencontrer tous un jour dans une vie. Aujourd'hui, j'ai son numéro, c'est une dinguerie. C'est quelque chose de assez fou et en même temps normal parce que j'avais tout manifesté dans ma tête. Et pendant toute cette période, on t'a jamais dit d'arrêter ou que c'était pas pour toi ou... Non, mais au Jamel Comedy Club, on a essayé de me mettre des bâtons dans les roues. À un moment donné, c'était un peu compliqué. Il y avait un nouveau DA, du coup, il voulait pas forcément m'avoir. Et il m'avait un peu mis sur le côté, j'avais plus accès à la troupe. Et un jour, j'ai forcé le destin. Il y avait le Jamel Comedy Club à Cannes, il faisait une sorte de scène là-bas. Et Jamel était présent. Et Jamel, il avait jamais vu ce que je faisais. Du coup, je m'étais proposé pour venir jouer gratuit. Jamel, il m'a vu et il a dit c'est trop bien ce qu'il fait, c'est qui lui, pourquoi il n'est pas avec la troupe?
Et de là, ils m'ont réintégré. Et c'était une des choses qui m'a fait me comprendre, me dire, en fait, des fois, on va te fermer des portes, c'est à toi de les casser, tu vois. Tu parles du fait que tu t'es représenté gratuitement. C'était une période compliquée financièrement? Oui et non, parce que je jouais quand même ailleurs. J'avais des plateaux ailleurs, on faisait pas mal d'argent au chapeau. C'est des trucs où les gens ils te payent à la fin et tu prends du cash et tout. Mais j'avais quand même le statut. Le statut, il s'élimine tous les 1 an. Et en fait, tu dois faire 43 cachets sur la date annuelle où tu démarres. Et donc, tu as 1 an pour faire 43 dates. Et j'avais d'autres scènes ailleurs. Ça, c'est en intermittent, c'est ça? Ouais, en intermittent. Et du coup, j'avais d'autres scènes ailleurs, mais du coup, j'avais peur pour l'année d'après. Je me disais là, si j'ai pas le Jamel, ça va être compliqué de cumuler beaucoup de cachets. Donc, je me suis dit, il faut que je taffe, faut que je me remette au travail, que j'écrive des nouveaux trucs et que je me fasse accepter en fait. Alors, si je te dis 2020 maintenant, tu penses à quoi? Covid. Ah oui. Covid, confinement, sport, violet en création, Martinique. Et tu choisis de te confiner là-bas, pourquoi? Parce que je voulais jouer. À Paris, il n'y avait plus de scène. Partout en France, c'était fermé. Et aux Antilles, les bars étaient encore ouverts. Du coup, tu pouvais encore faire des trucs. Et je m'organisais pour faire des comedy clubs là-bas, un peu en mode loose day. Ça me faisait faire de l'oseille aussi, donc c'était bien. Et le Covid, ça m'a vraiment sauvé artistiquement parce que j'étais dans une vraie phase où je me posais des questions. J'étais trop bien après le confinement. J'ai compris trop de choses sur moi-même, sur ma vie, sur ma vision du monde, de mon travail. J'étais bien, genre. C'est aussi un moment qui est hyper important dans ta vie personnelle. Parce que si je dis pas de bêtises, à ce moment-là, tu as 24 ans et tu perds ta virginité. Est-ce que tu comprends ceux qui parlent de perte tardive? Bah, en fait, je comprends parce que la virginité, c'est quand même un truc assez sacré qu'on a désacralisé avec cette époque. Les gens, ils ont trop dénaturé le fait de se donner à quelqu'un comme ça. Ça reste un acte très, très sincère, tu vois. Se mettre nu face à quelqu'un et lui dire « je vais te donner ce que j'ai de plus cher », c'est quand même un acte qui veut dire quelque chose, tu vois. Et les gens ont trop banalisé ça. Tu vois, si tu te dis que t'as pas envie d'aller fréquenter telle ou telle personne, n'y va pas parce que les gens veulent que tu le fasses, tu vois. C'est ça le problème quand tu es au collège, lycée, que tu te cherches. Les gens ils donnent leur virginité juste parce que les gens leur imposent. Ouais, t'es encore plus haut, faut que tu le fasses. Bah non, j'ai pas envie. Selon toi, il existe vraiment un âge ou c'est juste une pression sociale? Parce que quand on dit tardif, c'est comme s'il y avait un âge. Je pense c'est pas qu'il y a un âge, mais il y a un moment où ça devient bizarre. Il y a un moment où on se dit, je pense que ça tourne pas rond. Toi, tu l'as ressenti? Ouais. Moi, il y a un moment donné, les gens ils disaient, il est gay. Il y en a un qui se disait, peut-être il aime pas le sexe. Ça me faisait me tracasser, tu vois, mais je savais que j'étais pas gay. Je savais pas que si j'aimais le sexe, parce que j'avais jamais essayé, tu vois. Mais en tout cas, c'était plus, tu te poses des questions. Mais il y a un âge où vraiment ça devient intriguant. À partir de la trentaine, je pense que si tu dis que tu es encore vierge et que tu es un homme surtout, une femme encore c'est différent parce qu'il y a beaucoup de femmes qui restent vierges longtemps. Parce que c'est vraiment un acte qui, pour une femme, c'est encore plus engageant, tu vois. C'est un peu vu comme un acte de virilité chez les hommes. Ouais aussi, mais je trouve que c'est encore plus viril de pas le faire. Et de se dire, je sais moi me tenir et être devant une femme et pas craquer, tu vois. Et j'ai vu dans plusieurs interviews qu'on te demandait pourquoi, est-ce que ça avait un lien religieux par exemple? Est-ce que toi tu trouves ça normal de devoir se justifier ou chercher automatiquement une raison à ça? Oui, parce que les gens ont toujours besoin d'avoir des réponses. Les gens ils peuvent pas imaginer que tu as juste pas envie. Comme l'alcool, quand tu bois pas, mais pourquoi tu bois pas? Bah j'ai pas envie, j'aime pas. Ça te suffit pas comme réponse, il faut toujours aller plus loin parce que pour eux il n'y a pas d'argument assez solide. Donc il y a ce truc-là et moi j'ai toujours été en mode, de un par rapport à la religion, mais de deux parce que ça m'intéresse pas, genre. Fumer, boire, me droguer, c'est tellement devenu triste la façon dont les gens gèrent leur interaction sociale. Je trouve qu'il n'y a plus vraiment de rapport sain. Les gens ils ont sur des applications, ils savent déjà pourquoi ils vont se voir. Je trouve ça perd en spontanéité. Ouais, de fou. C'est dur, tu vois. Des fois je me dis j'aurais kiffé vivre à une époque où les gens ils se mélangeaient mais il y avait un vrai mélange. Mais il y avait vraiment une interaction sociale. Les gens, ils s'appréciaient pour de vrai, je pense. Toi, t'as déjà fait des rencontres grâce aux réseaux, aux applis Ouais, quand même. Quand même, sur Insta surtout. Ouais. Moi, j'ai pas eu Tinder, tout ça, jamais été. J'ai pas besoin, je suis frais. Mais non, c'est qu'à un moment donné, quand tu commences à être un peu connu, bon, c'est des applis. Bizarre, on te voit là-bas, tu vois. C'est surtout que j'étais en mode, j'ai toujours eu beaucoup de gens autour de moi, avec les spectacles, tu rencontres tout le temps des gens. Par rapport au confinement, là-bas, tu rencontres Farid, vous travaillez beaucoup ensemble? Du coup, il fait des comédie clubs aussi. Et on se connaissait déjà, mais je pense qu'il me considérait vite fait, tu vois. On était en mode, lui, c'est un humoriste, moi, je suis un humoriste. Donc, et là, il vient aux Antilles pour son spectacle qu'il a sorti là, il y a pas longtemps. Du coup, il me dit, ouais, j'aime bien ton énergie, t'as l'air d'être motivé par ce métier, ça se voit que t'aimes ça et tout. Viens jouer avec nous. Il me paye pour mes dates que je fais avec eux, alors qu'à la base, je suis juste là pour
pour jouer. J'avais trouvé ça hyper classe de sa part. Et de là, je me dis, putain, j'ai fait des blagues avec ces mecs-là, je me suis pas senti ridicule. Et à partir de là, ouais, je déroule, je rentre en France et je commence à me dire, faut que je commence à faire mon spectacle. Et il me semble que tu commences aussi tes débuts avec Paul Mirabel. Ouais, je pars en tournée avec Paul dans son premier spectacle en 2022. Et donc de là, on est sur une série ensemble, Jeune et Gaulerie. Et de là, lui part en tournée et il m'annonce qu'il aimerait que je fasse la première partie. Il me fait une promo de ouf parce que lui, il est archi connu à ce moment-là. Il a son buzz à Montreux. Moi, je fais ses premières parties, je bénéficie de son public. Donc je commence à remplir mes salles à Paris grâce à lui. Je crée mon audience aussi avec des réseaux. Je commence à faire des vidéos qui commencent à tourner parce que j'ai beaucoup de monde et puis très vite j'arrive à 100, 200, 300, 400 000 abonnés, tu vois. Alors à présent, si je te dis 2024, à quoi tu penses? Euh, Tu commences à te lancer avec un ami à toi qui s'appelle Ilyes. Oui, exact. Vous prenez une décision, est-ce que tu peux nous en dire plus? Sur les vidéos et tout? Tout à fait. Ouais, en fait non, on avait fait ça même un peu avant. On a D'accord. commencé en 2023 à se dire viens, on sort une vidéo par semaine de sketch. Et Ilyes, à chaque fois, on se pose et il a c'est un super auteur et il écrit super bien. Et j'en fais une, puis deux, puis 10, puis 15, puis 40 vidéos. Et à partir de là, les gens ils commencent à me voir, quoi, tu vois. Chaque semaine, ils ont un sketch et tout. Puis à partir de là, je commence à me dire il faut plus de vidéos. Donc je crée un concept où je me dis je vais faire des impros chaque semaine. Toujours j'interagissais avec les gens, je sortais des impros et après, la vraie impro qui a percé, c'était quand j'ai commencé à faire le truc de Dr Love. À partir de là, c'est parti en vrille, genre TikTok, millions de vues, Insta, millions de vues, les gens qui m'arrêtent dans la rue. Ça a débloqué beaucoup de choses pour toi? Ça a tout changé. Ça a tout changé financièrement, ça a tout changé artistiquement, le crédit qu'on me donne, le respect du milieu aussi. J'ai longtemps été considéré comme un petit et dès que ça marche pour toi, on te voit différemment, tu vois. Est-ce que c'est un milieu où c'est difficile de se faire respecter? Le plus dur, c'est de se respecter soi-même. Tu peux très vite te rabaisser pour les gens. Avec ce métier, tu peux très vite te dire il faut que je fasse ça pour qu'on me respecte, il faut que j'aille là-bas pour qu'on me calcule. Alors qu'en fait, c'est toi qui imposes le respect. Si toi, de toi-même, tu fais tous tes trucs tout seul et que tu y arrives, à la fin, on dira mec, il a fait ça tout seul, bravo, tu vois. Et justement, tu as déjà joué dans des endroits qui, en vrai, ne te donnaient pas envie? Oui, comme tout le monde. Les caves où il y a 2 personnes, les chichas, les endroits où ton public n'est pas là. 2024, ça reste une ascension pour toi. Ouais. Il y a d'ailleurs d'autres opportunités en dehors du stand-up. Mhm. Tu présentes les flammes. Ouais, les flammes. Comment la connexion elle s'est faite? C'est pareil, quand je parle de manifestation, c'est dingue. L'année d'avant, je vais aux flammes pour regarder. Je suis invité par... c'était Bouscapé, je crois. Juste, j'étais invité pour voir la cérémonie. Je suis assis, je regarde Farid, je regarde tout le monde. Je me dis, waouh, c'est dingue. J'aurais tellement aimé être là. Je me dis, j'y serai un jour. L'année d'après, il y a mon ascension qui fait qu'on parle que de moi. Et un jour, on m'appelle, on me dit, ouais, il y a John Soulo, un humoriste que tu connais peut-être, qui travaille avec Roman Fressinet, ils font ses premières parties et tout. John Soulo qui m'appelle et me dit, frérot, je vais te placer sur les flammes. Je connais très bien Ahmad de Bouscapé. Il est venu te voir à la première partie de Farid, il t'a vu au Dôme, il a kiffé. Et du coup, moi, je me dis, écoute, frérot, moi, je suis chaud. Les flammes, ça reste le moment le plus suivi de la France culturellement à ce moment-là. Let's go, tu vois. Semaine d'après, on m'envoie un groupe WhatsApp avec une flamme et on me dit, on se voit bientôt. Là, de là, je capte que je suis décidé pour être le MC et eux, ils acceptent. Et à partir de là, ouais, c'est une expérience incroyable. J'ai appris beaucoup de choses ce jour-là. C'est pas du tout comme le stand-up. J'allais dire, est-ce que ça a été un exercice facile? Écoute, c'est pas facile du tout parce que c'est un autre travail. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand on me parlait dans l'oreillette pendant que je jouais. Parce que moi, j'avais jamais vécu ça de ma vie. Et du coup, moi, je suis en plein dans mon truc et on me dit, il faut que tu restes encore sur scène 5 minutes parce que derrière, Aya, elle est pas prête. T'es en direct, en fait. C'est toi et toi-même. Là, c'est une cérémonie diffusée partout en France, dans le monde. T'as pas le droit d'être hésitant. Et du coup, à ce moment-là, j'improvise, quoi. Je suis en mode, je brode. Et du coup, l'année d'après, quand on me rappelle, je sais déjà qu'il y a ça qui peut arriver. Donc, je le gère différemment. Et ça s'est trop bien passé au final, puisque je me suis beaucoup mieux préparé, j'ai beaucoup mieux appris mes choses. Et j'ai beaucoup moins centralisé le truc sur l'humour et plus sur la présentation. Mais j'étais content de ouf, franchement, j'étais trop content. À la même période, tu sors aussi de ta zone de confort, puisque tu as une chronique sur France Inter. France Inter. Tu dis pourtant avoir ressenti de la frustration. Pourquoi? Ouais, parce que tu te dis, t'es pas libre de ce que tu veux faire. Toute ta vie, t'as fait ce que tu voulais. Là, t'as un patron qui te dit, t'as un rédac chef qui te dit, ouais, tu peux pas parler de ça, tu peux pas parler de ça. Et des fois, t'as envie et puis du coup, tu te dis, bon, bah, je vais en faire plusieurs pour me prouver que je peux le faire. Puis après, tu te dis, en vrai, je vais arrêter naturellement, quoi.
Mais c'était une super expérience. Toi, quand tu décides d'arrêter, comment tu leur fais l'annonce? Parce qu'en fait, je suis le move de plein de gens. Il y a un moment donné, il y avait une polémique par rapport à Guillaume Meurice. Et je me dis, même moi, je suis plus en phase avec les codes de la radio qui sont en place. Et je me dis juste, bah, flemme, quoi. Cette polémique t'a aidé à faire un choix? Ouais, elle m'a tendu vers... En vrai, même toi, tu te rends compte que t'es pas à l'aise. Pars. On te voit aussi en tant qu'acteur dans la série Master Crime avec Muriel Robin. Ouais. J'ai trouvé ça un peu drôle quand je suis tombée dessus. Comment tu t'es retrouvée dans cette série? À ce moment-là, je fais un casting, je suis à Tahiti, on doit faire une tape. Je suis en tournée avec Paul et on me dit écoute, il y a un gros casting pour un rôle principal avec Muriel Robin sur TF1. Il faut que tu nous envoies une vidéo là. J'envoie une vidéo. Le casting en vidéo, il rend pas trop bien parce que je sais pas comment faire une tape, j'ai jamais fait ça. Et le réal, il se dit putain, j'aime bien ça dégaine, je pense qu'il y a moyen de le faire bosser dans ce rôle-là. Il me dit dès que tu rentres à Paris, il faut qu'on se capte, viens on fait un rendez-vous. Je le vois, je leur fais le texte, il me dit je kiffe. Une semaine après, il m'appelle, il me dit écoute, j'espère que t'aimes bien les lunettes et les cravates parce que tu vas être un étudiant modèle. Et là, il me dit que t'es pris pour le rôle. Je fais 3 saisons. 3 saisons, là, la saison, elle est sortie, la 3e saison là, en ce moment. Et tourner avec Muriel, c'était le truc que je voulais faire depuis longtemps et c'était un petit rêve aussi, tu vois. Tu tournes avec Muriel Robin, c'est pas rien. Et comment ça s'est passé? Elle a beaucoup plus d'expérience. Est-ce qu'elle a pu te partager des conseils? Ouais, elle est venue voir mon spectacle. Elle est venue voir mon spectacle dans une petite salle. Elle est très admirative de mon parcours, de tout ce que j'ai accompli aujourd'hui. Il y a aussi d'autres personnalités dont tu es proche, comme Nawel Madani. Ouais. Quel lien vous avez? Nawel, c'est la Reus, c'est des gens que j'ai rencontrés quand j'avais 18 ans, qui m'ont direct dit que j'avais un truc à faire dans ce métier et qui aujourd'hui sont fiers de moi. Ils sont contents de voir mon évolution et de voir que je reste la même personne. T'étais aussi proche de Bounaïmin. Ouais. Quel souvenir tu gardes de lui? Paix à son âme. Écoute, Boun, c'était le personnage qu'il est sur scène, un mec hyper débordant d'énergie et hyper humain, hyper spontané dans sa façon de te proposer des choses. Il te connaît pas, il te dit viens faire ma partie. Je connaissais bien sa sœur, moi aussi, sa famille, j'étais assez proche d'eux à Bordeaux. Je me rappelle, ils avaient une friperie à Bordeaux qui s'appelle Dox Caviar et ils m'avaient passé des habits pour mes spectacles, à mes premières dates et tout. Et Boun, c'était un mec généreux, très drôle et ouais, il manque à ce monde. J'avance un peu. En 2025, tu lances le concept Dr Love. Ouais. C'est quoi exactement? Comment c'est né? C'est comme je t'ai dit au début, c'est sur une impro. Oui, en gros, genre, je vois un mec au premier rang, il a pas l'air très bien. Je me dis, putain, il est bizarre. Je lui parle, il me dit, mon ex, elle me manque. Je lui dis, viens, on l'appelle. Tout le monde est en mode, ouais, il va vraiment l'appeler. Je l'appelle vraiment, elle répond. Et de là, ils se parlent, ils se rapprochent et ils se disent, vas-y, on se capte. À partir de là, je lui dis, frérot, là, je viens de t'aider et tout. Je suis en mode Dr Love. Et je sors ce truc-là. Et après, chaque semaine, je le fais. Chaque semaine, je dis, est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'aide, truc. Je commence à mettre les capsules sur Internet, ça commence à tourner. Les gens, ils viennent pour ça. Ils commencent à venir pour Ils viennent même pas pour violer, ils viennent pour voir Dr Love. Et je me dis, en fait, si vous voulez le voir Dr Love, venez, on en fait un vrai spectacle. Donc, on a fait 2 shows l'année dernière à Paris, complet en 1 mois et demi. Et du coup, cette année, on s'est dit, on le refait. À chaque fois, c'était un moment unique parce que les 2 shows que j'ai faits, ils se ressemblent pas. Tout est improvisé à 90%. Donc, c'est pas facile pour toi, non? C'est du... En vrai, c'est du kamikaze. Est-ce que de la scène sans pouvoir se préparer Scène centrale, les gens autour de toi, t'es dans une arène, tout le monde attend un spectacle, ils ont payé cher. Tu peux pas leur rendre un truc moitié. Et au final, quand je vois la folie que c'était, tu te dis... En fait, même moi, je me suis dit, frère, ce que t'as fait là, il n'y a pas beaucoup de gens qui pourraient le faire en vrai. Et puis surtout, j'avais un public. J'ai un public qui est exceptionnel. Je pense que je remercierai jamais assez les gens d'être comme ils sont. Tu vois, les gens, ils viennent, ils veulent se montrer, ils veulent être... J'ai jamais vu ça dans une salle de spectacle, je te jure. C'est dingue. Moi, les places qui se vendent le plus vite, c'est les premières places. Tous ceux qui sont devant, c'est les plus chers, mais les gens, ils sont déter. Ils veulent être là, être en interaction avec moi, tu vois. Est-ce que tu as des anecdotes un peu folles de spectacle? Au Canada, j'ai eu un mec qui a embrassé une meuf sur scène. Je connaissais pas. J'ai eu une ex qui s'est embrouillée avec son mec sur scène. Et comment tu gères ça quand il y a des embrouilles? Ah là, je suis en mode psychologue. Après, je fais des vannes, je vais toujours du côté de la meuf. Parce que c'est souvent elles qui ont raison. Après, il y a eu aussi une fois, il y avait un mec qui était dans la salle avec une meuf et il y avait son ex dans la salle le même soir. Il ne le savait pas? Et il le savait pas. Et du coup, quand je parle à la meuf, le mec il dit mais je la connais. Et elle dit mais c'est mon ex. Et lui il était avec sa meuf. Maintenant les deux ils se parlent à chaise interposée. Ah ouais. Pendant le spectacle, ça commence à crier oh dinguerie truc. Et les gens ils vivent le show comme une sitcom. Tout le monde est en mode qu'est-ce qui se passe, popcorn, potin. Question que je me pose, est-ce que Dr Love a besoin d'un Dr Love? Ouais, quand même.
peux pas avoir autant besoin de parler d'amour si toi-même t'es bien. Et j'ai longtemps essayé de comprendre pourquoi c'était compliqué. Et c'est aussi parce que j'étais pas prêt dans plein de moments de ma vie. Mon travail ne me permet pas de vivre une aventure pleinement. Et quand on a de la notoriété comme ça, toi, t'es plutôt pour ou contre s'exposer publiquement avec sa partenaire? Moi, je pars du principe que c'est la partenaire qui doit décider. Parce qu'elle, elle n'est pas exposée. C'est-à-dire que si tu t'exposes avec elle, tu prends le risque qu'elle, elle subisse. Si toi, tu subis. Parce qu'une meuf, quand elle vit avec un mec connu, quand lui, il se fait terminer, si les gens savent qu'elle est avec toi, tout le monde va lui envoyer « Eh, regarde ton mec ». En fait, il faut toujours préserver son couple. À part si la meuf, elle est déjà connue. Et limite, c'est plus simple de se protéger. Parce que vous créez une énergie commune, tu vois. On dit souvent que ceux qui font le plus rire sont parfois les plus tristes. Est-ce que ça te parle, ça, notamment chez les humoristes? Ouais, parce que tout ce que je raconte, c'est quand même des traumas, tu vois. Que ce soit le divorce de mes parents, que ce soit mes ruptures, que ce soit ma traversée du désert, tout ça, c'est des trucs qui sont des traumas. Donc quand tu le racontes, c'est que ça t'a fait beaucoup de mal et t'arrives à le transformer en drôle. Tout ce que tu fais qui fait taper des barres aux gens, c'est ce qui t'a fait le plus mal dans ta vie, tu vois. Donc c'est hyper paradoxal, mais ça nous fait du bien. Et quand tu signes un spectacle, t'en ressors comment? Parce que sur le coup, t'en rigoles, mais l'après, c'est comment? L'après, c'est toujours un peu particulier, hein. Je finis le Dôme de Paris, ça m'a traumatisé. Moi, je finis le Dôme, il y a eu 4000 personnes. Puis à un moment donné, tu prends un taxi, t'es tout seul, t'arrives chez toi et tu te dis, en fait, j'ai fait tout ça et au final, je suis tout seul. Et c'est là où tu te dis, il faut fonder une famille, il faut s'entourer. Parce que moi, je vis plus avec mes parents, tu vois. Donc, ce choc-là, il est déstabilisant quand même. Parce que tu dis, je peux être autant aimé et en même temps, je peux être aussi seul. C'est hyper particulier. Et tu trouves que quand on fait un métier comme le chien, on devrait être accompagné psychologiquement sur cet aspect? Ouais, j'ai été voir un psy, moi. Pas forcément que pour le spectacle, pour comprendre qui j'étais et tout, mais je pense que la partie psychologue, c'est important pour accepter ces moments de vide et pas les voir comme des moments de dépression. Et avec le recul, quel regard tu portes sur ton parcours aujourd'hui? Je suis ultra fier, genre. Je me dis, le petit que tu voulais être il y a 12 ans, il a dépassé tous ses rêves, tu vois. Aujourd'hui, j'ai tout encore à aller chercher de nouveau. Mais si ma carrière s'arrêtait là, je serais le plus heureux du monde. J'ai réussi à avoir des belles salles, un public incroyable, faire de l'argent, mettre ma famille dans des bonnes conditions. Mais en vrai, j'ai déjà réussi, tu vois. Tu dois continuer toute ta vie ou pas? Je me vois continuer encore. Après, toute ma vie, on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais je me vois continuer tant que j'ai la passion, tu vois. Moi, je ne me forcerai pas à faire si j'ai plus la flamme. J'ai grave la flamme en ce moment. C'est pour ça que je vais faire un spectacle là, que je vais écrire un nouveau show, parce que j'ai de l'inspiration, parce que j'ai envie, parce que je me sens bien sur scène, parce que je sens que les gens m'aiment. Mais je me pose beaucoup de questions, tu vois. Je me dis, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas ça? Qu'est-ce que je pourrais faire qui m'animerait autant que la scène si demain j'arrête? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Comment tu fais quand tu as des remises en question comme ça? Tu as l'habitude de te tourner vers quelqu'un? Je pense que je me tourne vers ma mère. Je l'appelle. Je dis, maman, ça va? Elle me dit oui. Après, elle dit des trucs de daronne, genre, t'as mangé? Mais c'est hyper important de parler à ses proches, tu vois. On voit que tu es très proche de ta famille. J'ai vu que tu les faisais monter sur scène parfois. Ouais, souvent. Tu montres ta sœur, ta mère sur TikTok. C'est important pour toi? Bah, en fait, je parle tellement d'eux dans mes spectacles que je veux donner un visage à ces gens, tu vois. J'aime bien montrer la réalité de ce que je raconte. Quand je parle de mon père et que je l'imite, j'imite pas mon père. Je le fais. C'est lui, tu vois. Quand au Dôme de Paris, je le fais monter et qu'il prend le micro, les gens, ils sont en mode, c'est vraiment le gars qu'on a vu dans son sketch il y a 1 heure, tu vois. Et ça, c'est une réalité qui, pour moi, est indispensable. J'ai vu que tu avais déjà fait monter ta mère et ton père sur scène. Ça t'a ému aux larmes. Ouais, c'est quelque chose qui te touche. Ouais, tu peux pas contrôler ça, tu vois. C'est un truc qui t'arrive, tu les fais monter, tu parles et t'as la voix qui tremble. Puis après, t'as ta mère qui est émue, tu vois dans ses yeux qu'elle a envie de pleurer. Et puis t'as ton père qui essaye d'être fier, qui parle et qui craque et qui pleure devant tout le monde. Et je me rappelle que ce moment-là, il avait choqué beaucoup de gens, genre. Il y avait beaucoup de gens qui m'ont dit, frérot, tu m'as mis dans toutes les émotions, en fait. Faut pas refuser les moments où t'es submergé, tu vois. Je pense que ça te fait aussi beaucoup devenir un homme. Je pense que ça la vraie force d'un homme, c'est d'accepter que tu peux être vulnérable, sensible, et qu'à un moment donné, t'as le droit de pleurer, en fait, tu vois. Est-ce que tu reçois parfois des messages de personnes qui te disent « Tu m'as fait du bien, ton Oui. spectacle m'a fait du bien », Tous les jours. qui te racontent des épreuves difficiles qu'ils ont pu traverser? Tous les jours. Des femmes qui se confient à moi, qui me disent qu'elles se sont fait agresser, violer.
des trucs de fou je reçois. Parce que les gens ils sentent que je suis sincère, tu vois. Et que je vais prendre le temps de leur répondre. Pour dire des trucs comme ça à un mec que tu connais pas, c'est que tu sens qu'il peut te répondre en bien, tu vois. Pour finir bientôt, quel est ton rapport à la notoriété? Écoute, c'est particulier parce que je suis connu de certaines personnes, très connu de certains et pas du tout connu d'autres. Donc au final, c'est charmé, tu vois. Je suis pas au stade où je peux pas marcher dans la rue. Des fois, tu prends un taxi, direct, il te connaît. Du coup, il t'embraye la discussion alors que t'as pas forcément envie de parler. Mais du coup, tu dois répondre parce que sinon, on va se dire, il se la raconte. Moi, des fois, j'ai pas envie de parler. Des fois, je suis en mode, je suis dans ma bulle et tout. Comme tout le monde, hein. Mais sauf qu'un mec lambda, on va rien lui dire s'il parle.